Bonjour à tous et bienvenue dans ce 15e Marketing Reboot, un podcast qui va parler d'insatisfaction et de réclamation client. Peut-on vraiment transformer les pépins en pépites? C'est ce que l'on va découvrir pendant les 20 ou 25 minutes peut-être qui vont suivre dans ce podcast. Alors, déjà, c'est un sujet super tabou en entreprise, hein, l'insatisfaction. C'est pas très vendeur comme sujet. On n'aime pas trop faire état des échecs de service, des dysfonctionnements. C'est un sujet plutôt transverse qui touche des services marketing, l'opérationnel, le personnel en contact, la finance et qui est souvent vu comme un centre de coût plutôt qu'un centre de profit. Alors on va s'intéresser à comment finalement rendre la formule l'association pour le management et la réclamation client quelque chose de positif, hein, et transformer ces fameux pépins en fameuses pépites. Alors, quand on est responsable d'un service client, on essaye de limiter au maximum les insatisfactions, hein, c'est un peu l'obsession de chacun. Pourtant, on sait qu'on ne peut pas totalement y échapper. Donc finalement, la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est on sait qu'on aura des insatisfactions, comment les traiter de la manière la plus intelligente possible pour ce que ça, parce que c'est peut-être possible, deviennent des événements finalement positifs dans la relation. Pour parler de ça, Thibaut et Grégoire sont avec moi aujourd'hui. Bonjour. Bonjour Bonjour Isolise. Isélis. Voilà, donc on va parler d'insatisfaction, même si vous ne générez jamais d'insatisfaction. Nous allons en parler de manière théorique, hein, bien entendu. Alors, l'insatisfaction, c'est quelque chose d'ancien, hein, la plus ancienne plainte de clients connue, elle a été rédigée par un marchand de cuivre dans l'ancienne Babylone. Donc, elle a été découverte, hein, dans l'ancienne ville, d'Ur, qui est donc Ur, ça avait été rédigé en écriture, cunéiforme par un marchand de cuivre qui s'appelait Nani, hein, et donc c'était quand même en 1750 avant Jésus-Christ. Donc, ça n'est pas nouveau que les gens soient insatisfaits et qu'ils l'indiquent, que ce soit en, écriture cunéiforme ou bien, sur, internet. Donc ce fameux Nani, il était mécontent, hein, d'un service délivré par un certain, Enazir Fine Cooper. Nani, lui avait envoyé ses assistants personnels pour obtenir un remboursement et le produit reçu à l'époque, c'était des lingots de cuivre, et oui, c'était pas des lingots de la qualité escomptée. Donc malgré les tentatives de conciliation, rien n'a été fait par le commerçant, jugé comme fautif pour corriger le tir, et pire, il a reçu les assistants, du client qui n'étaient pas contents avec mépris. Donc il a très, très mal, géré l'insatisfaction de Nani, et cette insatisfaction, vous voyez, a perduré à travers les âges et nous est arrivée, même si elle existait en 1750 avant Jésus-Christ. Alors évidemment, depuis, d'autres gens ont été insatisfaits, des gens connus, hein, comme Dave Carroll par exemple, qui était un musicien professionnel, hein, qui dans un voyage avec United a vu sa guitare qui valait 3500 dollars à l'époque, se faire casser en plusieurs pièces. Pourtant, a fait 1 an de procédure avec United, hein, et ils ont fini par lui dire que c'était pas la faute de la compagnie. La suite, bah, vous avez déjà peut-être, entendu, hein, c'est, une chanson, qui raconte cette histoire avec 20 millions de vues, sur YouTube, et une baisse de 7,25 du cours de l'action quand la chanson est parue. Donc évidemment un impact largement, supérieur au prix de ladite guitare qui avait été cassée. Bref, c'est tout l'objet de ce reboot, comment on gère de l'insatisfaction pour éviter les conséquences et peut-être pour les transformer en événements, positifs. Alors, c'est, un sujet qui a été, extrêmement, traité, hein, par le monde, académique. Les premiers à travailler sur la qualité, de service, ça a été, l'école, marketing des services, et qui amène à finalement, étudier les entreprises qui surperforment et celles qui sous-performent. On appelle ça l'analyse des gaps, et donc pour voir à quel moment, interviennent ces incidents, finalement, ces échecs de service. Et c'est bien la question, la première question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce qu'un échec de service finalement? Grégoire, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Bah oui, avec plaisir Isélis. Un bref rappel effectivement, un bref détour par le marketing des services.
Depuis le début des années 90, la recherche a défini un échec de service comme une performance d'un service qui est délivré qui ne répond pas aux attentes du client. Donc on est bien dans l'idée de sous-performance que tu évoquais à l'instant. Alors, il y a eu un intérêt croissant pour l'échec de service, puisque début des années 2000, la recherche démontre que ces échecs de service, ils peuvent générer des coûts plus ou moins importants pour une entreprise. Premier coût, on est en 2000, le bouche à oreille négatif. Un client insatisfait peut en parler autour de lui et devient une source de bad buzz. Deuxième source de coût pour l'entreprise, des comportements de churn, puisqu'on trouve beaucoup plus d'infidélité dans des clients insatisfaits que dans des clients satisfaits. Deuxième concept clé, c'est qu'effectivement, les entreprises, elles vont pas être sans réponse face à l'échec de service. Et donc, s'ouvre une discipline qu'on va appeler le service recovery, qui recoupe toutes les tentatives d'une entreprise pour répondre à la plainte d'un client qui fait suite à un échec de service. Donc ça, on le sait depuis les années 80. Il s'agit d'un moment critique, d'un moment de vérité qui offre à une entreprise une occasion précieuse de satisfaire ses clients, de les fidéliser dans le temps. Donc on voit que ce champ de recherche du service recovery, il est très connexe avec le champ de recherche, Thibaut, du marketing relationnel, y compris en termes de chercheurs d'ailleurs. Oui, absolument, Grégoire, et il faut bien noter que beaucoup de chercheurs francophones sont très en pointe sur le sujet des échecs. Alors, on peut notamment, ou du traitement des échecs, on peut notamment citer Yannick Grégoire, qui a notamment écrit un article qui s'intitule When Customer Love Turns into Lasting Hate. Hein. À quel moment est-ce que on transforme le capital d'amour client en haine caractérisée de long terme. Également Katia Gelbrich, hein, qui va beaucoup travailler sur le traitement des plaintes. Et puis, bien entendu, William Sabadi qui nous dit notamment dans son ouvrage Le management de l'insatisfaction client, donc il est vraiment le spécialiste français de cette question, qui nous dit la réclamation est souvent l'huile essentielle de l'expérience client. Donc on le voit, beaucoup de recherches passionnantes menées par des gens passionnés dans le monde francophone sur ce sujet des échecs de service. Alors ces échecs de service et donc ce concept de service recovery, il est intéressant parce qu'il ouvre un paradoxe qu'on connaît dans la recherche depuis 1990 et un article assez fabuleux publié dans Harvard Business Review qui s'intitule The Profitable Art of Service Recovery. Cette idée que le service recovery serait un art finalement qui génère un paradoxe qui est qu'un client qui fait face à un échec de service, qui est donc insatisfait, qui se plaint, pourrait, à la suite d'une plainte qui est convenablement adressée par l'entreprise, être plus satisfait après l'échec de service que son niveau de satisfaction avant l'échec de service. Alors, de quoi nous parle cet article de HBR en 90? En fait, c'est une étude de cas de Club Med avec un début de voyage qui se passe particulièrement mal pour un certain nombre de clients qui décollent de New York et qui passent une semaine dans un Club Med à Cancun au Mexique, avec un avion qui décolle de New York avec 10 heures de retard, 2 arrêts techniques non prévus, un avion qui tourne pendant 30 minutes avant d'atterrir dans un fracas épouvantable à Cancun. Et le patron du Club Med local étant informé de cet échec de service, de cet incident de service, décide en plein milieu de la nuit d'affréter un certain nombre de minibus et d'organiser un open bar et un open buffet dans le Club Med pour accueillir ses clients dont le séjour a plutôt mal commencé. Conclusion, à ces clients pour lesquels ça commençait plutôt mal se sont avérés être très satisfaits de leur séjour et très fidèles par la suite au Club Med. C'est ce qu'on appelle le paradoxe du service recovery qui montre qu'effectivement, de temps en temps, et on va voir dans quelles circonstances, l'échec de service est en fait une opportunité pour reconstruire de la satisfaction. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? En recherche, il y a une théorie qui est centrale dans la manière dont la satisfaction d'un client se construit, c'est la théorie de la disconfirmation des attentes. En fait, la satisfaction se crée toujours par un delta, un différentiel entre la performance que l'on perçoit d'un service ou d'un produit et nos attentes préalables. C'est donc bien l'écart, hein, le delta entre performance perçue et attente, qui va créer de la disconfirmation. Quand la performance que je perçois elle est inférieure aux attentes, c'est ça qui génère de l'insatisfaction. Quand la performance perçue elle est égale aux attentes, dans ce cas-là, on est dans un scénario de normalité.
c'est de la satisfaction classique. Et quand la performance perçue est supérieure, c'est là que la forte satisfaction dans le temps, elle peut être générée. Donc en cas d'échec de service, le paradoxe provient du fait que le service recovery, il excède les attentes. Donc la satisfaction post-échec devient supérieure à la satisfaction pré-échec de service. D'ailleurs, cet échec de service, on peut aussi le voir comme une interruption dans l'expérience de service normale ou générique. Ça, c'est un article qui est plutôt récent, 2019, dans le Journal of Service Research, qui nous montre qu'en tant que consommateur, on a des parcours qui sont longitudinaux, des parcours classiques de service, au sein desquels il existe des mini-parcours qui seraient des parcours de service recovery en cas d'échec, avec 3 phases distinctes, un pré-recovery, un recovery et un post-recovery. Donc, il y aurait ainsi des mini-cycles de vie à imaginer, à inventer en termes de compensation, en termes d'attitude du personnel en contact et puis en termes de procédures organisationnelles au sein d'un parcours ou d'un cycle de vie qui, lui, est longitudinal et beaucoup plus long. C'est donc bien un processus dynamique que de traiter l'échec de service. Effectivement, Grégoire, c'est un processus dynamique et on va s'intéresser à comment adresser les clients insatisfaits parce que nous n'avons pas tous à disposition du champagne à volonté, des mariachis, comme peut l'avoir le directeur du Club Med. Donc, il faut bien avoir finalement, saisir des opportunités pour l'entreprise, faire de ces réclamations des opportunités, satisfaire et fidéliser le réclamant, hein, protéger sa réputation et bien sûr éviter un bouche à oreille, négatif. Donc comment, faire ça? Comment adresser les clients insatisfaits? Thibaut, quel est ton avis là-dessus? Alors, on a d'abord, un problème majeur, c'est que 96 des clients mécontents, en général, hein, c'est une estimation, ne font pas de réclamation. En tout cas, quand il s'agit de produits ou de services à faible coût, des produits, par exemple, de consommation courante. En d'autres termes, sur 100 insatisfactions, générées par une entreprise de ce secteur, 96 ne pourraient être traitées, bien entendu, puisque, personne n'aurait été au courant. Et donc ce chiffre-là, il va varier suivant les secteurs, ce 96, mais il va avoir un impact absolument décisif, on le comprend bien. Alors comment faire pour essayer d'estimer, hein, ce chiffre, des gens qui sont insatisfaits mais qui ne l'ont pas dit? Eh bien, on va, souvent essayer de comparer, le pourcentage des clients qui déclarent avoir rencontré un problème avec le pourcentage des gens qui réclament, qui effectuent une réclamation. Et c'est en comparant finalement ces 2 chiffres, qu'on va pouvoir, essayer d'approcher, cette quantité d'individus qui sont, fondamentalement mécontents, insatisfaits, mais qui ne l'ont pas dit. Et à partir de ce chiffre, eh bien, on va allouer bien sûr des moyens pour essayer de corriger les choses parce que, on le sait, cette insatisfaction va pouvoir coûter très cher. Alors ensuite, il y a une question majeure qui est celle de la proactivité. On va essayer de corriger et d'anticiper les insatisfactions. Alors là, on a une étude, assez clé, hein, en 2006 de Vorès et ses camarades, qui est paru dans le Journal of Marketing Science et qui montre que les clients qui n'ont pas réclamé, mais pour lesquels l'entreprise a eu une démarche proactive, vont avoir in fine des comportements d'achat similaires aux réclamants qui, eux, ont été satisfaits de la façon dont l'entreprise a géré leurs problèmes. Donc, du coup, on le voit, cette proactivité va être fondamentale et donc on va essayer, quand on est une entreprise, de développer ce type de comportement. Alors, on arrive ensuite à ces grandes catégories de stratégies qu'on peut avoir pour anticiper les réclamations. Il y en a 3, hein, principalement. D'abord, une démarche préventive. Donc là, on contacte un client pour détecter tout problème potentiel ou pour l'informer, c'est jamais agréable, mais c'est mieux de le dire, d'un problème à venir, afin de l'éviter ou afin de le conseiller. On a un deuxième type de stratégie, c'est la démarche plutôt éducative. Donc on fait en sorte que le client utilise pleinement les possibilités qui lui sont offertes. On reçoit chacun d'entre nous beaucoup de SMS, de services, par exemple, quand on passe une frontière, du temps où on pouvait passer les frontières pour nous prévenir des surcoûts, par exemple, en téléphonie. Et puis, troisième type de stratégie, une gestion proactive, où là, on contacte un client qui a subi un problème,
Qu'il en ait-tu conscience ou non, on mesure parfois le dilemme, hein, que ça peut représenter pour certaines entreprises de prendre l'initiative, d'annoncer parfois, un problème à quelqu'un qui, n'en a pas conscience. Donc, ça effectivement, cette gestion proactive, on vient de le voir, va être saluée, par les clients, très nettement. Et puis alors, bien entendu, pour conclure, cette partie-là sur comment adresser les clients insatisfaits, eh bien, se pose la question de savoir, à quelles conditions on peut les encourager, à se plaindre, hein. Parce que l'effet d'une plainte va dépendre du lien entre un consommateur et une marque. Donc, on le sait, elle va avoir un effet positif sur les clients fidèles et la plainte, elle va être plus efficace quand elle est dirigée vers la personne responsable du mécontentement. Donc un employé qui démontrerait, par exemple, un intérêt authentique et qui chercherait à s'améliorer, bah, lui, bien sûr, augmenterait la loyauté, de son client. Donc on va essayer de personnaliser, de contextualiser la gestion, hein, bien entendu. Et puis, on va constater qu'une plainte adressée à la marque dans un environnement dédié, eh bien ça va avoir un impact, très important. Voilà, donc quelques éléments au fond sur comment adresser ses clients insatisfaits. Merci, infiniment, Thibaut et puis, ben, Grégoire l'a dit, hein, le service recovery est un art. Donc on peut maintenant, se demander, comment finalement gérer un échec, de service? Alors Grégoire, qu'est-ce que tu en penses? Quels sont les facteurs clés finalement de succès d'une gestion des réclamations, quels sont les facteurs clés, optimaux? Ah, une bonne nouvelle, Isolis, c'est qu'il existe un modèle qui est plutôt récent, il a moins de 20 ans, hein. C'est le modèle de Davido, qui est un modèle d'étude de la réponse comportementale d'un client post-réclamation. Ce modèle, il est intéressant. De manière synthétique, il nous dit qu'il existe 6 facteurs clés de succès pour gérer de manière optimale les réclamations clients. Le premier facteur clé de succès de ce modèle, c'est la facilité avec laquelle un client va pouvoir faire une réclamation grâce à des procédures, par exemple des plateformes qui sont mises en place par l'organisation. Premier facteur clé de succès. Le deuxième facteur, c'est la rapidité perçue avec laquelle une organisation va répondre ou va gérer le problème du client. Donc il y a une question de vitesse dans les facteurs clés de succès. Le troisième facteur, c'est ce que le client reçoit en contrepartie du problème qu'il a subi. Le quatrième facteur, c'est la prise en compte des difficultés rencontrées par le client. Donc le client va devenir source de feedback et donc cette réclamation est une source finalement d'amélioration continue pour l'entreprise. Le cinquième facteur, c'est les explications ou les justifications qu'on va donner, aux clients, donc c'est le niveau de transparence. Et le sixième et dernier facteur, c'est la qualité perçue des interactions avec le personnel en contact. Donc la politesse, la compétence, l'empathie qu'on va percevoir. Alors pourquoi ces facteurs clés de succès? On s'aperçoit qu'il y a, une notion qui est clé, c'est l'importance du sentiment de justice à l'issue d'une réclamation. Alors le sentiment de justice est basé sur une théorie qui est hyper utilisée dans le monde académique et assez peu exploitée dans le monde des entreprises. C'est d'ailleurs assez surprenant, c'est la théorie de la justice. La théorie de la justice, elle nous dit quoi? Elle nous dit qu'il y a 3 éléments qui sont importants. Il y a une première forme de justice qui est la justice distributive, donc ce qu'on va donner à un client insatisfait. Ensuite, il y a une justice qui est procédurale. C'est la manière avec laquelle on va lui donner ce qu'on a décidé de lui donner. Et puis, il y a une troisième dimension, c'est la dimension humaine ou la dimension interactionnelle. Donc, c'est bien une combinaison de ces 3 dimensions, ce qu'on va vraiment distribuer en termes financiers ou non, la manière avec laquelle on va le faire, la procédure et donc toutes les dimensions d'empathie, de politesse, d'effort perçu qui constituent toutes les dimensions humaines qu'il va falloir travailler. Bref, en fait, il va falloir travailler notre capacité en tant qu'entreprise à faire des excuses en s'appuyant sur cette théorie de la justice. Et Isolis, d'ailleurs, ça ouvre un champ de recherche assez intéressant et une question assez philosophique, c'est comment on fait des excuses. Alors merci Grégoire, je ne sais pas pourquoi mes camarades ont pensé que c'était à moi de prendre la slide de comment faire des excuses, mais c'est vrai qu'il m'arrive régulièrement d'en faire car comme tout le monde, j'ai pas mal d'échecs de service,
tout au long des années. Alors, comment on fait des excuses? D'abord, c'est important de savoir s'excuser, que ce soit quand on est responsable marketing ou dans la vie en général. Alors, les excuses, hein, puisque bien sûr tout est analysé dans le monde académique et les excuses aussi. Alors là, c'est en 2013, hein, Rosk et Kaiser qui s'y sont particulièrement intéressés dans un article qui s'appelle La nature des excuses avec une expérimentation. Et donc, on a 3 caractéristiques, hein, des excuses qui sont classées par ordre d'importance en termes d'impact, sur la perception client. Le premier, c'est l'empathie. L'empathie ou la capacité de l'entreprise finalement à comprendre, à se sentir concerné par, les problèmes, les désagréments causés aux réclamants. Donc, alors je suis sincèrement désolée, je vous prie de bien vouloir m'excuser. On en a parlé, mais c'est vraiment cette empathie qui est la première et que finalement le premier fait générateur. L'intensité. L'intensité ou la force avec laquelle la personne exprime ses excuses, hein, le nombre de fois où les excuses sont formulées, par exemple. Donc, cette intensité est très importante. Enfin, le timing ou le moment auquel sont formulées les excuses, hein, Thibault l'a dit tout à l'heure, c'est une journée. Donc en introduction, en conclusion, le timing a son importance. Une excuse tardive, ça modère le niveau de satisfaction suite à l'excuse. Donc empathie, intensité, timing, 3 dimensions extrêmement importantes pour bien savoir s'excuser. Et puis, Galbraith, en 2010, il montre dans quelle mesure les explications rétrospectives, voilà pourquoi c'est arrivé, pour quelles raisons on n'a pas pu l'éviter, contribuent finalement à limiter la colère, du client, tandis que les explications plus prospectives, c'est-à-dire comment à l'avenir on va faire pour que d'autres personnes, ou vous-même ne soient plus, sujettes à ce problème, finalement modèrent le sentiment d'impuissance, du consommateur. Donc on a bien ces différents axes, hein, les explications rétrospectives, prospectives et puis l'empathie, l'intensité, le timing. Avec ça, toutes les personnes qui nous écoutent sont capables de faire des excuses absolument parfaites. En revanche, ce que la littérature montre aussi, c'est que la capacité à faire des excuses que tu évoquais à l'instant, on doit aussi la travailler, ce type de réponse, en fonction du type de problème qu'un client a rencontré. Il y a 3 grandes catégories de problèmes qu'un client rencontre. En tout cas, c'est la manière de la recherche de l'envisager. Des problèmes financiers, par exemple, j'ai une erreur de facturation. Des problèmes fonctionnels, j'ai vraiment un défaut de service ou un défaut de produit et des problèmes dits relationnels, par exemple, le manque d'attention envers un client que moi je perçois. Et donc il y a des types de réponses qui sont plus ou moins efficaces en fonction du type de problème, hein. Si le problème est purement financier, dans ce cas-là, le type de réponse doit effectivement être du remboursement, du bon d'achat, hein. Ça, la recherche l'a montré. Pour des problèmes qui sont, par exemple fonctionnels, un défaut de service, le type de réponse optimale, c'est à la fois du remboursement et du bon d'achat et du remplacement, de la réparation. Et puis pour des problèmes qui sont relationnels, qui sont en fait les plus complexes parce que c'est de la perception de client, hein. J'ai l'impression qu'on a manqué d'attention vis-à-vis de moi. Dans ce cas-là, il faut une réponse qui est multiple, qui combine à la fois du financier, du remboursement, du bon d'achat, de la réparation et aussi une réponse qui est psychologique ou empathique comme tu le disais, à l'instant. Donc en fonction du type de problème, il convient d'adapter le type de réponse, sinon, ben, le plus gros risque, ils se disent, c'est ce qu'on appelle le suraccident, quoi, hein. C'est de se tromper, de faire une boulette sur nos excuses. Alors effectivement, le suraccident, c'est-à-dire lorsqu'un client n'est pas satisfait du traitement de sa réclamation, hein. Il n'est pas content, on le traite et il est toujours pas content parce qu'on n'a pas réussi à bien le traiter, il est redéçu. Donc c'est effectivement ce qu'on appelle le suraccident ou la boulette sur erratum, la surboulette, hein, ça a pas mal de noms et parce que ça arrive, même aux meilleurs de, se tromper 2 fois. Alors quand on parle de double déviation, hein, c'est un peu plus académique que surboulette et pourtant, c'est bien la même chose. Donc la double déviation finalement, c'est, Bittner, Booms, et
Tétréo, en 90, qui nous en parle et donc ça génère, une forte insatisfaction et même des comportements de revanche, hein. Là, c'est, 2 auteurs, Bechwati et Maureen en 2003 qui parlent de ces, comportements de revanche. Cependant, on peut quand même corriger le tir, hein, quand on fait ça, donc et comprendre, essayer de comprendre les raisons de l'échec, et les motivations. Donc on a l'entreprise, hein, il y a 3 leviers pour essayer d'aller corriger ça. Les explications, hein, quand le client perçoit que sa réclamation a été, traitée justement, que l'entreprise s'est excusée, a fait des efforts pour compenser, ça, il aura tendance quand même à la fin à inférer des motivations positives. Les excuses, on vient d'en parler, hein, c'est particulièrement important. Elles contribuent donc à la réconciliation, hein. C'est, une forme de reconnaissance de la culpabilité de l'entreprise et elles montrent le regret, hein, et la volonté d'être pardonné. C'est un rôle crucial et puis, bien sûr les compensations financières, hein. Donner quelque chose, pour montrer sa bonne foi, donc un symbole de la volonté de l'entreprise de vraiment, prouver, ses bonnes intentions et c'est particulièrement, important en cas, de suraccident et malheureusement, les suraccidents arrivent régulièrement et même, parfois on a du mal, hein, à déceler qu'on est en train de faire un suraccident alors que le consommateur lui en est, parfaitement, conscient. Et on l'a vu, hein, la compensation financière, c'est évidemment, une des façons de corriger le tir, mais est-ce que finalement ça suffit, Grégoire, à satisfaire un client? Tu évoques le suraccident à l'instant, donc ça donne envie d'être dans la surcompensation. C'est en fait l'occasion d'en finir avec une idée reçue, c'est que surcompenser un préjudice qu'un client vient de subir, ce n'est pas efficace et ça, la recherche le démontre. Il existe un effet de seuil et l'idée qu'une compensation qui est purement financière, elle va avoir une faible valeur perçue lorsqu'elle est fournie avec, un manque de respect, un manque d'empathie, un manque de courtoisie. Donc c'est bien un mix de compensation financière et de ce qu'on appelle un effort interactionnel qui va faire la satisfaction post-échec de service. En d'autres termes, il vaut mieux compenser, en termes financiers un peu moins, mais avec un effort interactionnel qui est bien plus élevé que compenser en termes financiers de manière très forte avec un effort interactionnel qui est faible. En tout cas, c'est bien une combinaison entre les 2. Bref, il faut, compenser à sa juste valeur en termes financiers et le faire avec authenticité, empathie, bref, avec les formes. Merci infiniment Grégoire. Nous allons essayer de Let's Reboot avec les formes également. Donc, qu'est-ce qu'on a appris dans ce podcast aujourd'hui? Finalement, dans un métier de service, les insatisfactions arrivent, hein. L'échec de service, c'est un moment de vérité finalement où l'entreprise a l'occasion de démontrer concrètement son orientation client et qu'elle se soucie réellement de la satisfaction des clients. Donc, évidemment, il faut essayer, d'éviter les insatisfactions, mais quand elles arrivent et on sait qu'elles peuvent arriver, leur traitement est très important. Alors finalement, comment bien répondre à une erreur ou à une surerreur, comme on vient de le voir? Finalement, la meilleure défense, en premier lieu, c'est l'excuse, hein. C'est l'excuse et c'est, vraiment, de se mettre à la place du client et de manière, genuine, faire en sorte heu, de lui montrer avec empathie notre compréhension du problème blême et bien sûr de le compenser, de le réparer, mais surcompenser, on l'a vu, ne suffit pas, du tout et donc adopter une stratégie proactive, hein, est très importante dès que, l'entreprise est au courant de l'échec de service pour, limiter, l'insatisfaction générée et comme le disait, très justement Thibaut tout à l'heure, finalement l'essentiel des clients ne se plaignent pas et donc on ne connaît pas ces insatisfactions et déjà quand on est au courant d'une insatisfaction, savoir la traiter, on l'a vu, ça n'est pas évident, mais alors quand on n'est même pas au courant de cette insatisfaction, là, c'est extrêmement, compliqué, de la traiter. Donc, selon vos secteurs d'activité, hein, beaucoup de vos clients prennent même pas la peine finalement de manifester leur, insatisfaction, donc des enquêtes de satisfaction qui peuvent comparer les pourcentages des clients qui ont rencontré des problèmes, le nombre de clients
clients qui ont réclamé, ça vous permettra d'avoir un aperçu de la proportion de clients qui ne vous disent pas qu'ils sont insatisfaits alors qu'ils le sont et qui finalement, eh ben, vous donnerez une chance de les satisfaire et au final, de transformer, vos pépins en pépites parce que on l'a vu tout à l'heure, une insatisfaction bien gérée a un impact sur la satisfaction globale, donc au final un effet positif. C'est pas pour ça qu'il faut quand même vous souhaiter et nous souhaiter de générer des insatisfactions, hein, on ne va pas se souhaiter cela, mais en tout cas, on peut les regarder de manière un peu, différente, à l'avenir. Merci à tous d'avoir suivi ce 15e podcast Marketing Reboot sur la satisfaction. Merci beaucoup Thibaut, merci beaucoup Grégoire. Merci. Merci, Gélis. On se retrouvera pour notre 16e podcast sur multicanal, omnicanal, cross-canal, 20 ans de préfixe pour atteindre le full funnel, un podcast passionnant en perspective. Merci d'avoir suivi celui-là. J'espère en tout cas qu'il vous a satisfait. Et s'il vous a insatisfait, dites-le nous afin que nous puissions traiter ce mécontentement et faire bien entendu, comme on l'a vu, nos excuses. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.